La littérature, donc, a une définition première, quoi qu'il en soit. Donc, nous allons alors nous intéresser à ce concept de littérature parce que aujourd'hui, faire de la littérature ou parler de la littérature paraît comme quelqu'un qui survole dans les idées. Il y a certains qui le conçoivent comme ça, c'est-à-dire qu'ils banalisent le concept, surtout nos cousins scientifiques, qui foulent au pied cette discipline. Faire de la littérature également, c'est comme quelqu'un qui manque du réalisme. On a l'impression que la littérature n'est rien d'autre qu'une gratuité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que ça n'a pas de sens. Ça n'accorde pas beaucoup de crédit également à la société. Donc pour certains, c'est comme si c'est un manque de réalisme. D'autres également, ils le conçoivent comme quelque chose qui manque de pragmatisme. Et voilà, ceux qui le conçoivent ainsi, ceux-là ignorent l'utilité de la littérature. La littérature, c'est un facteur social. La littérature, on la vit toujours. La littérature est là, à nos côtés. La littérature, elle est en face de nous. La littérature, elle est au cœur de notre vie. Elle est là avec nous. C'est notre compagne de tous les jours. Mais malheureusement, nous n'en rendons pas compte. Chers camarades, chers élèves, chers candidats, faites très attention par rapport à ce concept. Parce que souvent les élèves, ils aiment le thème de la littérature. Et pourtant, il y a des pièges énormes par rapport à ce thème. Parce que les élèves, souvent, ils croient que c'est un sujet qui paraît être très facile comparé aux autres, effectivement aux autres thèmes. Vous n'avez pas de tableau chez vous? Non. Monsieur Ndaw. Il faut aller là-bas. Parce que souvent, les élèves, ils ont des problèmes sans s'en rendre compte. Alors que le thème sur la littérature, l'élève d'emblée, il doit savoir qu'il y a deux types de littérature. Et je pense bien, si le tableau vient, si on amène le tableau, on va se rendre compte. Je vais vous démontrer comment peut-on avoir les deux types de littérature. Et je pense bien souvent, je vois ces genres de sujets entre les mains des élèves. Mais souvent je ris. Pourquoi je ris? C'est parce que tout simplement, ils ne comprennent pas ce qui en est exactement. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types de littérature. Il y a une littérature ouverte, il y a une littérature fermée. Que cela veut dire une littérature ouverte, c'est une littérature où l'élève peut effectivement parcourir tous les genres littéraires. Et là, pour déterminer ce type de littérature, il faut revoir l'énoncé pour vérifier est-ce que réellement il y a des mots qui renvoient au concept de la littérature d'une manière générale. Je vais y revenir tout de suite. Parce que j'ai proposé un sujet, ça va nous permettre également de le démontrer.
Le deuxième type de littérature, c'est une littérature fermée. Que cela veut dire une littérature fermée, c'est une littérature où l'élève n'a pas de choix. Souvent, vous verrez ce genre de sujet, on met par exemple la littérature ou bien on met le roman et la poésie. Le roman et la poésie et on continue. Les élèves souvent, ils parlent de la littérature d'une manière générale et vous passerez à côté. Ça c'est un piège. Quand est-ce qu'on considère la littérature d'une manière générale? Je donne un exemple, comme par exemple le sujet que j'ai proposé aujourd'hui. Une plume, dès l'instant qu'elle parle aux hommes de son temps, se trahit. Un sujet susceptible, ça va sortir. Ah oui, c'est bien possible. C'est un sujet corsé. Donc il faut bien suivre. Une plume, dès l'instant qu'elle parle aux hommes de son temps, se trahit. Fin de citation. Vous savez que les élèves, leur problème c'est quoi? Ils ne lisent pas la consigne. Ils se focalisent sur l'énoncé. Alors que la consigne détermine la nature de la copie de l'élève. La consigne peut tout chambouler. Regardez, dans la consigne, qu'est-ce que je dis? Dans une argumentation structurée, vous montrez d'abord que l'écrivain, est-ce que j'ai parlé du poète? Est-ce que j'ai parlé du romancier? Est-ce que j'ai parlé du conteur? Est-ce que j'ai parlé du fabuliste? J'ai parlé de l'écrivain. L'écrivain, il peut être un romancier. L'écrivain, il peut être également un conteur. L'écrivain, il peut être un poète. Il peut être un dramaturge. L'écrivain, ici, donc ça renvoie à la littérature d'une manière générale. Mais il faut bien vérifier dans la consigne parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut bien vérifier. Je dis que c'est le premier signe qui le montre. Regardez, on parle de plume. Qui utilise la plume? C'est l'écrivain également. Le romancier peut utiliser la plume. Le poète peut utiliser la plume. Le dramaturge utilise la plume. Donc la plume également renvoie à la littérature d'une manière générale. Est-ce que vous suivez? Regardez encore dans la consigne. Il faut vérifier. Dans une argumentation structurée, vous montrez d'abord que l'écrivain se livre dans son œuvre. Ensuite, vous démontrez pourtant que l'écriture, qui écrit? Est-ce que c'est le poète uniquement qui écrit? Non. Est-ce que c'est le romancier qui écrit tout simplement? Non. Qui écrit? Le poète écrit, le dramaturge écrit, le fabuliste écrit, l'essayiste écrit, etc., etc. Donc, ça nous renvoie également, ça précise que le sujet porte sur la littérature d'une manière générale. Qu'est-ce qui le confirme? Et pourtant que l'écriture ne serait pas simplement personnelle, car l'écrivain peut faire preuve d'altruisme. Il y a le mot écrivain qui revient. Maintenant, ça précise, ça confirme que la littérature porte, le sujet porte sur la littérature d'une manière générale. Maintenant, regardez, je change de sujet. Je change un petit mot. Je garde intact l'énoncé. Je ne change absolument rien. Et je dis, dans une argumentation structurée, vous montrez d'abord que le poète se livre dans son œuvre. Ensuite, vous démontrez pourtant que la poésie ne serait pas simplement personnelle, car le poète peut faire preuve d'altruisme.
Pourtant, l'énoncé, tous les mots qui gravitent autour du sujet portent sur quoi? Portent sur la littérature. Mais naturellement, c'est la consigne qui détermine la nature de la copie de l'élève. Maintenant, les élèves qui ne lisent pas la consigne, mais ils vont faire ce qu'on appelle hors sujet. Qui fait vous démarrez et vous faites hors sujet. Vous facilitez la tâche au professeur parce qu'il ne va pas lire la copie. Il va balancer la note qu'il faut. Donc regardez, une plume, ça renvoie à la littérature. L'écrivain renvoie à la littérature, l'écriture renvoie à la littérature, et pourtant on traite la poésie. Pourquoi? Parce que c'est la consigne qui oriente l'élève. Il faut être fidèle à la consigne. Je peux changer également le sujet. Je garde l'énoncé intact. Cette fois-ci, je dis, dans une argumentation structurée, vous montrez d'abord que le poète, d'abord, et ensuite, je parle du dramaturge. Là, c'est une littérature fermée également. Ici, on a une littérature fermée. Parce que l'élève est obligé de se focaliser uniquement sur la poésie et sur le théâtre. D'autres genres littéraires ne sont pas convoqués. Donc faites très attention par rapport au concept. Maintenant, revenons à la théorie. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on doit penser à la définition de la littérature. Je pense bien tout un chacun d'entre vous est capable de donner la définition première de la littérature. Parce que vous en aurez besoin. Sans cela, vous serez incapable de faire ce qu'on appelle une accroche. Et dans la dissertation, l'accroche joue un rôle fondamental. Mais si nous nous focalisons sur la définition première, nous allons dire tout simplement qu'il y a bon nombre d'écrivains qui estiment que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres littéraires. On peut arrêter jusqu'à la fin. On peut retrouver la définition première. Si nous partons de cette définition, nous allons dire tout simplement que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres littéraires auxquelles on reconnaît une valeur ou une intention esthétique, relevant d'une époque, d'une culture ou d'un genre particulier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il existe certains écrivains pensent que la littérature ne doit pas enseigner la morale, que la littérature également doit tourner le dos à la société. Et dans ce cas, comme l'a suggéré ou l'ont suggéré les pharmaciens qui incarnent la promotion de l'art pour l'art, eux, ils
généralement associée à la versification. Elle est considérée comme un code de communication harmonieux par le son, par le rythme, indissociable du chant. Et si toujours nous nous focalisons sur ces écrivains, c'est-à-dire les poètes parnassiens, automatiquement, nous nous rendons compte carrément que tous ces écrivains incarnent l'art pour l'art, incarnent le culte de la perfection formelle. Ils sont obnubilés par la beauté. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle la littérature est gratuite. Et quand est-ce que la littérature est gratuite? C'est lorsqu'elle est inefficace. Elle n'est pas là pour la société, mais elle est obnubilée par ce qu'on appelle la beauté et la beauté exclusive. Il est à noter aussi qu'en tant qu'œuvre artistique, il est de la nature de la littérature d'apporter au lecteur une satisfaction esthétique qui appartient à l'ordre du beau. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que ce qu'on attend de la littérature, c'est de tendre vers la perfection formelle. Et quand on parle de perfection formelle, il y a l'idée du travail de l'artiste et du travail de l'artisan. Souvent, j'ai l'habitude de dire que le poète il est considéré comme un orfèvre. Être un orfèvre, cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que le poète, naturellement, il doit impressionner, il doit émouvoir et il doit charmer l'oreille du lecteur. C'est pourquoi bon nombre d'écrivains, plus particulièrement Théophile Gautier, il considère que l'ambition première de la littérature, c'est d'être vue comme une œuvre d'art. Et je peux l'illustrer à travers certains écrivains, des parnassiens à l'image de Stéphane Mallarmé. Qu'est-ce qu'il disait? On ne fait pas de la poésie avec des idées, mais plutôt avec des mots. Mais Charles Baudelaire également ne s'écarte pas de cette idée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il considère que la moralité d'une œuvre d'art se trouve dans sa beauté. Si on fait la synthèse de ces ascensions, nous pouvons retenir que la véritable fonction de la littérature, c'est de prôner l'art pour l'art. Mais la question que nous nous posons naturellement, c'est quoi? Est-ce qu'on doit limiter la littérature à la promotion de l'art pour l'art? Voilà une question qui mérite d'être posée. C'est pourquoi, au-delà de la recherche du beau, il y a la recherche du vrai. Il y a également la recherche du bien. Que cela veut dire la recherche du bien, ça me renvoie à la fonction utilitaire de la littérature. Et quand je parle de la fonction utilitaire de la littérature, je fais allusion à la fonction didactique. La fonction didactique, l'écrivain dans ce cas de figure, il fait le diagnostic de la société. Et la recherche du vrai, c'est quoi? Ça nous renvoie à l'engagement. Et dans ce cas de figure, l'écrivain est considéré comme un avocat de son peuple. Il doit prendre en compte les préoccupations sociales. L'écrivain ne doit pas rester les mains croisées dans ce cas de figure. Il ne doit pas rester les yeux fermés. Il doit défendre les intérêts de son peuple. Et dans la pratique, ça va nous permettre également de bien le justifier dans le sujet effectivement proposé. Tout à l'heure, j'ai parlé des autres fonctions de la littérature. J'ai cité la fonction engagée. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, l'explication de l'engagement. L'écrivain, dans ce cas de figure, il doit défendre les intérêts du peuple. Mais l'engagement également peut être social, peut être politique.
social. C'est tout ce qui traite les problèmes de la société. Et je pense bien, nous tous savons carrément que nos sociétés sont confrontées à des problèmes énormes. Il y a des vices, il y a des tares de la société. Et la première tare de la société, c'est le mensonge. Et je peux le justifier à travers le roman avec la citation de Charles Péguy. C'est comme un Sénégalais. Il est français. Ce qu'il dit dans son roman, c'est comme s'il cohabite avec les Sénégalais. Qu'est-ce qu'il disait dans cette citation? Qui ne veut pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait le complice des menteurs et des faussaires. C'est pour dire encore une fois que le roman est un vecteur social. Le mensonge. Là où on peut le justifier à travers le roman, c'est de l'engagement social. Il y a aussi l'engagement politique. Là également, je peux effectivement revenir en Afrique pour parler de qui? De Aimé Césaire, de René Morin. Parce que n'oubliez pas également, quand on parle de l'engagement, il ne faut pas axer vos argumentations uniquement sur la littérature française. Mais dans la littérature africaine également, il y a effectivement des écrivains qui sont engagés. Je peux donner l'exemple de René Morin. Et je pense bien, vous connaissez René Morin, c'est le premier écrivain noir qui a pu écrire en expression française. Et pourtant, c'est le premier écrivain noir engagé. C'est l'auteur de Patois. Nous tous le savons carrément que dans la littérature négro-africaine, cette littérature peut être répartie en 3 périodes. La période de 1920 à 1945, c'est une période de consentement. Dans cette période, les écrivains de cette génération, ils chantaient la douce France. C'est le cas de Bakary Diallo. Et de 1945 à 1960, c'est le procès de la colonisation. Pratiquement, je peux l'appeler le réveil de l'Afrique. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à fustiger le comportement de l'homme blanc, qui est un comportement ignoble, indésirable. Les Aimé Césaire, les Léopold Damas, les Léopold Sédar Senghor constituent une parfaite illustration. Vous en aurez besoin de l'engagement. Regardez encore de 1960 à nos jours. Ces écrivains dont je parlais tout à l'heure, ils se sont battus pour permettre à l'Afrique d'accéder à sa souveraineté. Pratiquement tous les pays africains ont pris leur indépendance. Tout le monde était content, il y avait une euphorie totale. Mais est-ce que ce contentement a duré? La réponse est non. Parce qu'au lendemain des indépendances, qu'est-ce qui s'est passé? Nos dirigeants politiques, assoiffés du pouvoir, ces dirigeants malhonnêtes, pires que les Blancs, ils ne réagissent que par rapport à leurs propres intérêts. Ces dirigeants-là, si on note le retard économique de l'Afrique, ils en sont pour quelque chose. Aimé Césaire a si bien dit, je le cite, nos nouveaux dirigeants sont pires que les colons. Si hier était aujourd'hui, ils n'allaient
n'allait jamais se battre pour l'indépendance de l'Afrique. Et il a raison. Regardez ce qui se passe dans nos sociétés. L'injustice, le népotisme, le despotisme, le machiavélisme, le clientélisme, tout ceci entre dans le cadre de la mauvaise gestion de l'État. Et tout ceci, Aimé Césaire l'a dénoncé depuis très longtemps. Donc il est très engagé. Si je prends l'exemple de Victor Hugo dans l'engagement, parce que aussi quand vous traitez la littérature, il faut varier les exemples. Il ne faut pas focaliser vos exemples uniquement sur le roman. Non, il faut varier. Au moins, il faut traiter au moins 2 genres littéraires. Tout à l'heure, vous me voyez, parfois je donne des exemples tirés à partir du roman, tantôt à partir de la poésie. C'est cela qui fait la pertinence du devoir. Si nous prenons l'exemple de l'engagement politique, tout à l'heure je l'ai dit, avec Aimé Césaire. Mais au-delà de l'engagement, la littérature peut avoir une autre dimension. C'est la dimension didactique. Parce que souvent, quand on parle de la fonction didactique, on est obligé de considérer l'écrivain comme étant quelqu'un qui inculque du savoir et de la connaissance. Ça, c'est le premier argument. Inculquer du savoir et de la connaissance. Mais est-ce que l'éducation se limite uniquement à l'instruction? La réponse est non. L'éducation, c'est tout un tout. On doit non seulement enseigner du savoir, mais aussi enseigner de la vertu. Voilà la fonction didactique. Je peux donner 2 exemples. L'un tiré d'un poète, de la poésie, l'autre tiré, n'est-ce pas, du roman. Si je prends l'exemple de François Rabelais, dans l'humanisme, je parle de la poésie humaniste. François Rabelais, quand son fils voulait continuer les études à l'extérieur, quelle était sa réaction? La citation, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Oh mon fils, je te conjure d'employer ta jeunesse à la recherche du savoir et à la recherche de la vertu. Fin de citation. La recherche du savoir et de la vertu. Ça, c'est la recherche du savoir. Je le dirai à partir de la poésie. Mais je peux donner un autre exemple qui parle, n'est-ce pas, de la vertu. Je convoque Mariamaba. Mariamaba, qu'est-ce qu'elle disait par rapport à la recherche de la vertu? Je cite. J'entends les pas de tabac qui revenaient du lycée Blaise Diagne, où elle a répondu à ma place à une convocation conflit entre Maud Fall et son professeur de philosophie. Je donne souvent des conseils à mes enfants. Voilà, il y a des mots très lourds. Je donne souvent des conseils